En octobre 1962, le pape Jean XXIII ouvre le deuxième concile œcuménique du Vatican. Les théologiens de la Libération rappellent que dans les évangiles, la croix de Jésus donne leur plein sens aux Écritures, de sorte que les temps sont accomplis, Marc 1.15. Il n'y a donc ni nouveau Messie, ni héros à attendre pour accomplir l'action de Dieu dans l'histoire. Le temps ouvert par la croix de Jésus est le temps des figurants. En 1963, Pier Paolo Pasolini sort La Ricotta, une fiction de 35 minutes qui compose un film à sketch avec la participation de Rossellini, Godard et Grégory, faisant 4 récits de 4 auteurs qui se limitent à raconter les joyeux principes de la fin du monde. Arrêtons-nous le temps d'une lecture sur l'expérience du manque comme processus anachronique permettant le devenir, en 2 mots, sur le lien entre désir et résistance. Pour rester dans la consommation, nous ferons un écart vers la mythologie du brooch en Corse, particulièrement éloquent dans le cas de notre spéculation. Un réalisateur de films, Orson Welles, tourne des épisodes de La Passion en s'inspirant de tableaux maniéristes florentins. Un figurant nommé Stracci, Mario Cipriani, qui se traduit par haillon, renvoyant au lupen du mot lupen prolétariat en haillon, interprète Dismas le bon larron, nom issu probablement du grec disme, mourant. Durant le tournage, son désir n'est pas d'être filmé, mais de manger. Grâce à une supercherie, il finit par acheter un gros morceau de ricotte et de pain qu'il dévore, et, pris de l'indigestion de sa dernière scène, attaché à sa croix pour le dernier plan devant le banquet de fin de tournage, il meurt face à la caméra d'Orson Welles. Rapidement, dans le film se chevauchent 2 types d'images, celle au temps de l'incarnation, la caméra d'Orson Welles filme la passion, et celle au temps de la figuration, la caméra de Pasolini filme un plateau. Confrontant l'espace sacré et profane, l'actorialité et la figuralité, le littéral et le parodique, etc. Ce jeu oxymorique opère par un montage anachronique, donc à une sortie du temps, nous y reviendrons. Pasolini propose une réécriture du récit de la Passion telle qu'elle fut si elle fut, un cri sans réponse. Réécriture possible par un événement comique durant un des tableaux, la chute du Christ incarné, qui crée une contamination du sacré par le profane en même temps qu'une chute de la valeur pathétique. Alors, drame de la mort du Christ, il ne reste que le négatif, la trace vide, c'est-à-dire le schéma pathétique privé de substance, nous dira Pietro Montagne, le Christ laissant sa place vacante. Stracci est donc un Christ latent, attendant de prendre place, place rendue effective par l'humiliation et la mort sur la croix, mais un Christ déchargé de sa condition métaphysique, le vrai faux Christ ayant chuté blasphématoirement. Le martyr n'est plus messianique, chargé d'un discours social, il devient déterminé. Stracci est un figurant, il est au service d'un projet qui le dépasse, il est un corps mouvant et mourant, assigné au présent absolu de sa survie qui le prive d'être acteur de l'histoire. Face à sa mort, le réalisateur Orson Welles, d'inspiration marxiste, dira « Pauvre Stracci, mourir était le seul moyen qu'il avait de faire la révolution. » Car sa mort fut le seul moyen de refuser de délivrer sa force de production, émancipation dont il n'est même pas conscient. Attardons-nous sur le refus comme principe révolutionnaire par l'étude du brooch. Si le personnage de Stracci est rapprochable au tableau Les Mangeurs de Ricotta de Vincenzo Campi, ce n'est pas tant par le sujet que par ce qui est en latence. Développons par un grand écart mythologico-culinaire. Comme la ricotte, le brooch corse est un fromage de lactosérum dit petit lait. Une fois le premier fromage fait, le lactosérum est récupéré, mélangé avec du lait, chauffé, signé, formé. Ces fromages de petit lait possèdent un patrimoine mythologique important dans le bassin méditerranéen, la révélation de la recette alternant d'un conflit entre un berger ou diable, ou un orque ou un homme sauvage, donc le diable ou un orque ou une sorte d'ours, ou un message donné à Salomon par sa sœur la Sibylle, la savante. Max Caisson, un démologue, s'est arrêté dessus dans une analyse de l'invention de la technique. Se déplaçant comme un cavalier sur l'échiquier, il analyse la relation d'une cire perdue jusqu'à arriver à la photographie. Voici un récit depuis la vraie, tout la plaine de figues. Le roi Salomon avait éludé du fromage, mais le lait ne caillait pas, le fromage ne se formait pas. Il envoya donc un messager auprès de sa sœur la Sibylle pour lui demander la façon dont il fallait s'y prendre pour que le fromage prenne. Et la Sibylle indiqua au messager que c'est ce qu'est la présure, comment s'en procurer et comment s'en servir. Salomon ayant fait le fromage, il restait le petit lait dont il ne savait que faire. Alors de nouveau, il envoya son messager auprès de sa sœur la Sibylle, et la Sibylle lui apprit comment on fait le brooch. Mais il restait encore un résidu, Achab. Cette fois, le messager ne rapporta aucune information sur l'utilisation qu'on peut faire d'Achab. On sait cependant qu'avec Achab, on peut faire de la cire, mais le secret est resté, et même ceux qui prétendent l'avoir passé n'en disent rien. Première remarque, Achab possède une puissance latente de production d'une cire lactique issue du reste. De la Sibylle, Max Caisson nous ouvre 2 voies pour comprendre ce récit, le refus de la vie éternelle et de l'inceste. Développons.
Si la première mention de la Sibylle est chez Héraclite, elle a été intégrée à l'univers théologique du christianisme où elle annoncerait la venue du Christ et le jugement dernier. Elle figure à ce titre dans le Dies Irae de l'Office des morts. C'est donc une figure communicante, prophétesse, bien que païenne, chancelante. La cire, elle, est l'objet d'un usage spécifique dans l'ex-voto chrétien, fonctionnant selon une équivalence de forme et de masse, un poids de cire ou un contrepoids, en un mot, une substitution, souvent d'un corps. Toute une pensée de la résurrection métaphysique dans la culture judéo-chrétienne transparaît par la relation entre la cire et le poids par la question de l'ébène hébraïque qui s'illustre dans les bottes de la basilique de la Santa Annunziata à Florence, ces images issues de statues au poids. Tu auras un poids, un ébène exact et juste, tu auras un épha exact et juste, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Deutéronome. Le cire est ce qui délivre la lumière, même si elle est la matière par excellence de l'imagement, c'est qu'elle est le matériau de l'empreinte par le contact. Elle scelle une mémoire en creux, c'est ce qu'on appelle une valeur indicielle. Dans le christianisme, l'héritage mnémonique des imagines latines, les masques de cire des défunts, se cumule avec une pensée trinitaire incarnatoire de l'iconicité chrétienne. Le Père, le Fils et le Père, mais autrement, l'image et l'être, mais autrement, dans laquelle se maintient une puissance. Ainsi se forme un écart qui se fait dans la chair, dans la matière, ce qui nous pose la question de l'être, avec un A et un I, le Wesen chez Heidegger, un espace d'apparaître, de dévoilement où l'être se manifeste et où le monde prend sens, un espace vide où demeurer ou séjourner. C'est ce qu'étudie Marie-Josée Monzin aussi de l'icône à la photographie. Cette dialectique nous permettrait donc d'accéder à une circularité temporelle permise par la substitution des corps face à la mort, un temps circulaire, messianique, on y reviendra. Ensuite, le fromage est lié aux notions d'enfantement et de gestation, notamment par Aristote, mettant en parallèle la fabrication du fromage et la formation de l'enfant dans le sein de la mère, où le sperme est analogue à la prisure. Certains ont d'ailleurs mis en avant la rotondité du fromage comme témoignant de sa perfection, rotondité qui nous amène autant au récit d'Aristophane des androgytes que de la dent cosmique, dont les séparations provoquent le désir incestueux de reformation des corps déchirés, désormais sexués. Dans les deux cas, c'est bien le désir qui conditionne l'agir de l'être, le besoin de reformer une totalité manquante. Pourtant, contrairement au couple, nous pouvons avancer que le fromage subit un processus de fermentation-gestation à partir de son propre ensemencement par la présure, si l'on pense à la présure produite par Acatiaré, la caillette, le lait dans l'estomac du cabri tué que l'on fait fumer, sécher fumer. Le fromage se fait seul, il est sujet, lui, à l'autoreproduction. Asexué et intact comme l'androgyne, il est dans un temps fermé, circulaire, comme sa forme, où passé et présent demeurent unis. La cire lactique, dont Hatchab est la source, serait donc issue d'un processus d'autofertilisation préservant la perfection, contrairement à la cire du miel, qui est une cire fécale, c'est-à-dire le déchet d'une consommation. Dans cette conception, le refus de la transmission de la technique par la sibylle et le refus de l'inceste adelphique comme désir issu du manque de la totalité andrégynale. Refus nous menant donc vers une sortie du temps circulaire de l'inceste pour aller vers le devenir. Maintenant, faisons le point des conséquences de ce refus de la sibylle sur l'image. La cire est le produit avorté dont la source, Hatchab, reste latente, cire qui serait induite par l'autoreproduction, donc parfaite, et comme ses prédécesseurs, elle serait un produit consommable. Deuxième point, une pensée de l'image à partir de cette cire lactique peut ne pas être si loin d'une pensée d'une consommation particulière, celle d'une assimilation de puissance sans ingestion. 3. Comme avançons donc que la consommation de l'image d'une cire non lactique est donc une assimilation hantée de l'expérience du manque. 4. Cette expérience se manifeste par l'écart qui nous pose la question de la photographie, l'inframince de Duchamp. De cela, faire de l'image, c'est imposer l'écart, c'est imposer la variabilité. Pour reprendre Valérie, nous dirons que le ou la regardeuse d'image est faite de manques assimilés, nous portant vers une conscience de la perte. 6. Mais cette perte finalement se résout l'angoisse de la surmesure, l'ubermasse, l'excès de présence face à un monde limité, car la cire lactique ne permettrait plus le vide, épuiserait le stock, maintiendrait la circularité. 7. Cette conscience rend nécessaire le refus d'une recette entraînant une saturation du monde, qu'il nous faut donc substituer par une saturation d'images, provoquant des vides qui entraînent un devoir de mémoire et donc maintiennent le récit. 8. L'image nous permet de mettre en œuvre le devenir par le manque, nous ouvrant à la jouissance de la mort. 9. Nos œuvres doivent être consumées, les images être consommées. C'est une nouvelle kénose, un nouveau dépouillement, par la préservation du secret, une incarnation. 10. Notre intérêt commun est donc littéralement un intérêt de latence, donc de résistance, afin de permettre au monde d'advenir. Conclusion. Éclairci par le Brooch, revenons au film. Dans Vatican II, le temps ouvert par la croix de Jésus est le temps des figurants. Cela signifie que chaque figurant possède désormais le potentiel incarnatif.
Celui-ci ne dépend plus de la piété, mais de la condition désirante qui est inversement proportionnelle à sa puissance d'actorialité et à son autorité. Comment ne pas penser à la lutte des classes? À travers Orson Welles, Pier Paolo Pasolini ne crée pas seulement des tableaux vivants, mais il actualise une scène d'un passé dans la variation d'un présent. Par cela, le cinéma remplace la peinture, le figurant remplace l'acteur, Dismas remplace le Christ, la Révolution remplace la résurrection, les derniers remplacent les premiers définitivement, etc. C'est cela le geste de Pasolini. Ce geste anachronique prend forme dans la possibilité du montage, dans l'écart à l'autoreproduction, qui nous ouvre à la variabilité par le refus du cycle, c'est la révolution. Car la révolution, du latin chrétien revolutio, retour, retournement sur soi, lui-même dérivé de revolvere, rouler en arrière, dérouler, la révolution ne s'agit-il pas plutôt que d'une rotation, d'un geste de déroulement? Et pour acter son déroulement, pour vivre son temps, le figurant devait impérativement mourir sur la croix. Il devait produire une variable, et là est le lien avec les mangeurs de ricotte. C'est la vanité latente, cachée dans le fromage, dans le crâne qui se forme. Pour nuancer, citons Gilles Deleuze. Pour lui, le désir est une force productive qui engendre du réel, car il est un processus en mouvement qui crée des agencements nouveaux. C'est ce qu'il appelle une ontologie de la différence. Le film de Pier Paolo Pasolini en est une application. En cela, dire Deleuze, il est une résistance, car résister, c'est refuser l'identification à des formes fixes du pouvoir pour favoriser des lignes de fuite. La résistance est donc autologique, productrice de devenir dans le mouvement même du réel. Créer, c'est cela, c'est résister, produire des devenirs, des espaces où s'insérer. Loin de la hantise d'un insaisissable, les images nous portent vers la révolution et la sibylle refuse l'autorité de l'ultime information pour permettre la création. Finissons par le film. La ricotte a pour nous traduit la possibilité révolutionnaire qui nous sort de l'impasse cyclique de la représentation picturale. Pier Paolo Pasolini génère ainsi des espaces de l'être avec un A et de l'apparaître, comme une unification des concepts de Nachleben Waborien, la survivance ou, selon des traductions, la vie post-mortem, avec le Dasein heideggerien, l'être jeté, ou encore l'Essetz de Renato Gauti. Il est ainsi l'une des plus belles incarnations de la définition benjaminienne de l'image dialectique, qui est, je cite, ce en quoi l'autrefois rencontre le maintenant dans un éclair pour former une constellation. Voilà.